d'Ivoire est marquée par l'attaque hier lundi du siège du Front populaire ivoirien FPI. 2 blessés légers, les bureaux saccagés. Le gouvernement condamne ces actes. Une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. Réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité hier lundi, la deuxième en l'espace d'une semaine. Il a été question d'examiner la fiabilité du dispositif sécuritaire déjà mis en place pour barrer la route à Ebola dans le pays. L'île de Barax est en Guinée, est menacée de submersion. La mosquée, l'école et quelques habitations déjà touchées. Si rien n'est fait, la petite île risque de totalement disparaître. Vous êtes sur RTI 1. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. J-13 pour la rentrée des classes 2014-2015. Le recrutement à la maternelle et au CP1 a débuté ce mardi. Il va prendre fin le vendredi 12 septembre prochain et ce, dans toutes les écoles publiques du territoire national. Cette opération gratuite concerne tous les enfants avec ou sans extrait d'acte de naissance. Le siège du Front populaire ivoirien a été saccagé hier lundi 1er septembre. Les coupables seraient une vingtaine de jeunes gens non identifiés. Le gouvernement condamne cet acte antidémocratique et une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités. Léon Bro. Cocody à Tauban, siège provisoire du Front populaire ivoirien FPI. Des militants ont commencé à mettre de l'ordre, mais les dégâts nés de l'agression sur ce lieu de rassemblement du premier parti de l'opposition politique ivoirienne sont encore visibles. C'est que les 7 minutes, durée de ces actes de vandalisme perpétrés en fin de matinée ce lundi 1er septembre, n'a épargné aucun bureau, même les militants présents au passage des agresseurs. Nous avons travaillé jusqu'à 13 h lorsque nous avons entendu de grands bruits venant du grand portail. Je sors, je trouve une vingtaine de jeunes gens dont l'âge varie entre 20 et 40 qui sont armés d'armes blanches et se sont divisés en 3 groupes. Certains sont descendus par derrière, d'autres sont rentrés à l'intérieur et puis d'autres sont venus vers moi. Ils m'ont intimé lors de leur remettre mes portables. Ce que j'ai fait, j'avais de l'argent en poche. Je peux dire que c'est cet argent-là qui m'a sauvé. Tous les bureaux ont été visités, tous les ordinateurs cassés. Et l'unité centrale de l'assistante, qui est le cerveau de l'administration, a été emportée. Plus tard, nous apprenons qu'ils sont venus en 2 dinas, qu'ils ont garés au grand portail et ils sont allés monter dans les bagarres et ils sont repartis. Aussitôt informé, le président du Front populaire ivoirien et le gouvernement, par le biais du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ont condamné cette attaque. Les autorités judiciaires et policières ont aussi évalué les dégâts. Reste que les enquêtes aboutissent pour situer les responsabilités et identifier les auteurs de cette attaque qui court toujours. Et un communiqué du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité relatif à cette attaque du siège du FPI. Le quartier général du Front populaire ivoirien FPI, 6 à Cocody, les 2 plateaux 7e tranche, a été attaqué le 1er septembre 2014 aux environs de 13 h. Du matériel a été saccagé et emporté. Des personnes ont été blessées. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, condamne fermement cet acte. Il rappelle l'obligation pour tous les citoyens de respecter strictement les locaux, les biens et les activités des partis politiques ainsi que l'intégrité physique de leurs militants, de leurs animateurs et de leurs dirigeants. La consolidation de la démocratie ivoirienne à laquelle le gouvernement reste très attaché passe nécessairement par la consécration des libertés individuelles et des libertés politiques. Par conséquent, il met en garde contre l'usage de la violence contre les formations politiques. Une enquête sera ouverte par les services de sécurité qui mettront tout en œuvre pour que les acteurs de ces attaques soient recherchés et retrouvés afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Fait à Abidjan le 1er septembre 2014. La chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a reporté au 29 septembre prochain l'ouverture de l'audience de confirmation des charges contre Charles Blé Goudé. Ce report a été décidé à la demande de la défense afin qu'elle puisse conclure ses préparations pour l'audience préalablement programmée le 22 septembre 2014. Rappelons que Charles Blé Goudé est détenu pour 4 chefs de crimes contre l'humanité qui auraient été perpétrés dans le contexte des violences post-électorales survenues sur le territoire ivoirien de la Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011.
La lutte contre Ebola, toujours à la une de l'actualité. En Côte d'Ivoire, l'heure est à la prévention et c'est ce qui a fait l'objet d'une réunion du Conseil national de sécurité, la deuxième en l'espace d'une semaine. Il a été question d'examiner la fiabilité du dispositif sécuritaire déjà mis en place pour barrer la route à Ebola dans le pays. L'ouverture d'un couloir humanitaire strictement contrôlé a également été décidée dans le cadre du match de football la Côte d'Ivoire-Sierra Leone. Et justement, pour en parler, le docteur Daouda Koulibaly, chef de service de surveillance épidémiologique de l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire. Il était l'invité d'Ali Diarra-Souba sur le plateau du 20h hier. Je vous propose de l'écouter. Le but justement de ces couloirs humanitaires, c'est de faire en sorte que la maladie ne se propage pas chez nous à partir de ces couloirs-là. C'est ça l'objectif. Donc les mesures de précaution, de prévention seront toujours en place, elles seront renforcées, mais nous allons permettre que ce couloir puisse s'effectuer. Donc les personnes peuvent se déplacer de ces localités vers les nôtres sans toutefois occasionner le risque de propagation de la maladie chez nous. Aux frontières terrestres, les mesures seront respectées. S'il y a des mesures de quarantaine qui sont nécessaires, elles seront mises en place. En tout cas, la période de 21 jours sera respectée pour que la personne qui quitte la zone infectée pour venir chez nous, elle n'est pas malade, je tiens à le rassurer. Cette personne n'est pas malade. Elle quitte la zone infectée, elle vient chez nous, mais nous mettons en place des mesures de telle sorte que nous nous rassurons que pendant les 21 jours maximum, j'indique maximum, de la période d'incubation, cette personne ne constitue pas un risque pour nous. Si au cours de cette période de surveillance, elle développe la maladie, elle sera prise en charge comme telle. Et la Fédération sierra-léonaise rassure les populations ivoiriennes de ce que ces personnes-là ne peuvent pas être source de propagation de la maladie. En fait, c'est ça le fond de la question. Il faut que ces 24 personnes qui sont en provenance de la Sierra Leone ne puissent pas être la source de propagation de la maladie. Alors on se rassure de ce qu'elles ne sont pas porteuses du virus de la fièvre Ebola. C'est comment? S'assurer que la période des 21 jours est épuisée. Donc on est sûr que avec bien sûr l'assistance du médecin de la CAF, on est sûr qu'ils ont épuisé cette période maximum de 21 jours et que donc ils ne vont pas présenter la maladie, en tout cas chez nous. Il n'y a pas de cas de fièvre Ebola en Côte d'Ivoire, je peux le dire. Et chaque fois que nous sommes obligés de le dire, nous devons expliquer aux populations que ce n'est pas des affirmations gratuites. Non. Elles reposent sur une démarche scientifique. Les rumeurs de cas, il y en a. Ces cas sont vérifiés, font l'objet d'investigations approfondies et nous arrivons à conclure qu'il s'agit de cas exclus. Il ne s'agit pas de cas de fièvre Ebola. Pas de cas de fièvre Ebola donc en Côte d'Ivoire. Les populations sont invitées au strict respect des mesures de prévention. Et à Korogo justement, les autorités ont décidé de s'investir dans cette prévention. Première action, sensibiliser et informer les populations sur les précautions à prendre pour éviter le virus Ebola. Reportage. Le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, révèle plus de 3000 personnes atteintes de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Plus de 1500 malades ont succombé des suites de cette maladie. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'est détecté. Mais pour éviter l'entrée du virus sur le territoire ivoirien, le gouvernement a arrêté des mesures de prévention. À Korogo, les autorités préfectorales font du respect et de l'application de ces mesures leur priorité. Une rencontre d'échange a été initiée pour sensibiliser les chefs de service et les populations sur la maladie. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a la fièvre Ebola qui existe dans nos pays voisins. Donc il était important pour les autorités que nous sommes d'informer officiellement la population et que la population s'appréhende les symptômes et la prise en charge éventuellement s'il y avait un cas de fièvre Ebola qui était déclaré. La direction régionale de la santé et de la lutte contre le sida, à travers une projection de film, a montré la virulence et la ténacité du virus Ebola. Elle a présenté les symptômes de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui s'apparente à ceux du paludisme. Les populations ont été invitées à se présenter de toute urgence dans les centres de santé en cas de fièvre brusque et de saignement. Il a été conseillé aux populations de la région du Poro de se laver régulièrement les mains et de signaler tout cas suspect. Les forces de défense et de sécurité de la ville ont reçu du matériel de protection pour intervenir efficacement en cas de suspect signalé.
Rappelons que le virus a fait à ce jour 1552 morts sur 3069 cas suspectés selon l'OMS. 10% des personnes infectées par le virus sont des personnels de santé et pour l'heure, aucun cas détecté en Côte d'Ivoire. Direction les stations d'essence. Depuis hier, le prix du super a baissé de 20 francs CFA. Il passe donc de 755 à 735 francs. Le prix du gasoil, lui, reste inchangé. Il est toujours fixé à 615 francs. Francis Boifo. Le prix du super sans plomb a baissé de 20 francs CFA. Il est passé de 755 à 735 francs CFA. Depuis que la mesure est rentrée en vigueur, le prix du super a baissé. C'était de 755, c'est passé à 735 francs. Et nous l'appliquons ici. Et c'est avec surprise et satisfaction que les automobilistes découvrent le nouveau prix du super à la pompe. C'est maintenant que je viens de faire la découverte. En tout cas, c'est pour nous, clients, c'est bien pour nous. C'est déjà quelque chose pour les conducteurs, les chauffeurs que nous sommes. Même si on espère que ça va encore descendre. Cette baisse du prix du super serait due à l'application du principe de l'ajustement automatique des prix des produits pétroliers et du rétablissement de l'équilibre financier du marché du butane. Le prix du litre du gasoil, lui, reste inchangé à 615 francs CFA. Près de 8 milliards de nos francs pour réhabiliter un tronçon long de 68 km. Le premier coup de pioche des travaux de réhabilitation de la voie Séguéla-Vavois a été donné hier lundi. Il s'agit de permettre aux populations du Ouorodougou et du Haut-Sassandra d'avoir accès à des voies plus praticables en toute saison. Sidonie Davila. Un vent de développement souffle sur la région du Ouorodougou. Le calvaire des usagers du tronçon Séguéla-Vavois va prendre fin dans 6 mois. À partir de ce premier coup de pioche, le gouvernement a décidé d'entamer les travaux de réhabilitation de la voirie Séguéla-Vavois. Pour le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, la réhabilitation de cette voirie n'est qu'une étape dans la relance économique et de développement de cette région. D'abord un enjeu de développement. On a dit qu'il n'y a pas effectivement de développement sans la route parce que quand vous le prenez pour venir, je veux dire que rien que l'idée de prendre la route, on n'a même plus envie de partir quand on est là et on n'a pas envie d'adhérer. Donc déjà, les cadres vont venir plus souvent chez eux. Les transporteurs, au lieu de dévier, vont prendre ce tronçon-là parce que personne ne voulait le prendre. Les coûts des transports et donc de tous les produits de première nécessité vont être beaucoup moins chers. C'est vraiment le développement. Je veux dire qu'il faut retenir un seul mot dans ces travaux qui vont être faits, c'est le développement est de retour dans le Ouorodougou et à Séguéla. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, fils de la région, a appelé les populations à taire leurs divergences pour œuvrer au développement de Séguéla. Il a exprimé toute sa joie et sa gratitude au chef de l'État. Au nom du chef du village de Séguéla, au nom des cadres, c'est de dire merci au président Alassane Ouattara. Il nous avait promis de réhabiliter cette route. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous disons merci de la liberté que nous avons. Donc c'est du développement et je pense que le développement sera une réalité aujourd'hui à Séguéla. Naturellement, cela nous va droit au cœur. Les Ouorodougou sont contents aujourd'hui pour ce qu'ils vont faire pour nous, pour aménager la route. On est contents. Distant de 68 km, ce sont plus de 8 milliards de francs CFA qui seront consacrés à la réhabilitation de cet important tronçon qui relie une partie du nord de la Côte d'Ivoire au sud en passant par le centre-ouest. La ville de Daoukro est en chantier, on peut le dire. En plus de la réhabilitation des axes principaux, de nouvelles infrastructures routières vont bientôt voir le jour. Le ministre des Infrastructures économiques s'est rendu sur place pour visiter les chantiers en cours. Visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région d'Ifou. Les travaux de canalisation et de bitumage des rues vont bon train dans les différentes localités. À Daoukro, chef-lieu de région et village natal du président du PDCI RDA, Henri Konabédié. C'est tout simplement impressionnant. De gros engins déployés ont investi tous les quartiers. Et de jour comme de nuit, ce sont des vrombissements de ces machines à pied d'œuvre pour le bitumage et l'embellissement de la ville. Pas de temps également pour le ministre des Infrastructures économiques, Hachi Patrick, qui de temps en temps visite les chantiers en vue de s'assurer de l'évolution des travaux.
La plupart de nos chefs-lieux de région, chefs-lieux de district, chefs-lieux de département ont leur réseau qui a été fortement dégradé au fil des ans du fait d'une insuffisance d'entretien. Certaines même ont carrément disparu. Donc, à la faveur de la visite du chef de l'État, ce réseau en général est repris. Le cas échéant, comme ça l'est ici à Daoukro, quand la ville s'est développée dans des quartiers où les rues n'arrivent pas, on a eu des extensions. Il n'y a pas une particularité par rapport aux autres visites Ben, vous savez, forcément, Daoukro est une visite à part, la région de Lifou est une visite à part. Elle ne peut pas être comme une visite dans d'autres régions, hein, ne serait-ce que par la personnalité du président Bédié lui-même, la proximité de nos grands leaders. Donc, vous savez que certainement, Daoukro cette visite va être un haut lieu de la politique ivoirienne, en même temps que ça sera un moment de réjouissance, en même temps de festivité. Le problème d'eau dans la ville de Daoukro est en train d'être réglé aussi. 3 forages de 80 mètres cubes heure ont été réalisés qui permettent au château d'eau de fournir désormais 1000 mètres cubes d'eau par jour. Vous le savez, une réforme du secteur du transport routier est en cours et le syndicat national des transporteurs professionnels de Côte d'Ivoire marque son adhésion complète à cette réforme qui doit permettre d'assainir le secteur. Herman Yamia. Le syndicat national des transporteurs professionnels de Côte d'Ivoire, totalement en phase avec la réforme initiée par le ministre des Transports. Selon Soumaïla Fofana, cette réforme qui va assainir le secteur a été longtemps souhaitée. Le Haut Conseil est bienvenu pour pouvoir aider l'État lui-même et nous syndicalistes aussi pour vraiment une bonne organisation, pour vraiment éviter la bagarre et ce qui se passe dans les gares routières. Le président du syndicat national des transporteurs professionnels de Côte d'Ivoire précise aussi que l'un des bons points de cette réforme est le pointage pour le permis de conduire. Le point de permis de conduire va permettre aux chauffeurs d'être disciplinés, d'être respectueux vis-à-vis des usagers. Sinon, je vous assure, s'il n'y a pas de pointage, ça ne sera pas facile pour les chauffeurs que nous sommes, que les transporteurs que nous sommes. À chaque fois, vous savez, les dégâts sont énormes. Il y a des chauffeurs qui conduisent sans le PC. Voyez-vous que ce n'est pas du tout normal. Au cours de cette rencontre annuelle avec les secrétaires de section, qui est également une tribune pour faire le bilan des activités, Soumaïla Fofana a précisé que plusieurs actions ont été menées pour le développement du syndicat. Entre autres, l'installation de 11 nouvelles sections à l'intérieur du pays qui portent le nombre de sections à 79. Deuxième session ordinaire du Conseil régional du Bunkani, au cœur même du parc national de la Comoé. Et le choix de ce lieu n'est pas fortuit. Il a entre autres été question lors de la rencontre de la signature d'une convention sur la gestion du parc. Chantal Akandan. Pour la première journée de cette deuxième session ordinaire, le Conseil régional du Bunkani a signé un contrat de convention avec l'Office ivoirien de parcs et réserves, OIPR. Le renforcement des actions de protection du parc national de la Comoé est au centre de cette convention. Selon ce contrat, le Conseil régional doit impliquer les populations locales dans la protection de ce parc animalier et végétal. Les populations sont donc appelées à fournir des informations fiables aux agents de l'OIPR et de se garder de violer les règles de protection. La région de Bunkani, à travers son conseil régional, a opté pour un développement durable. Nous sommes en pleine élaboration de notre plan de développement durable, notre plan de développement stratégique, mutualiser nos moyens et nos idées. La deuxième journée du Conseil régional du Bunkani a été consacrée au projet triennal 2014-2015-2016. Ce projet concerne la construction ou la réhabilitation des écoles primaires, des voiries et d'un forage de pompes villageoises. À l'issue de la réunion, le Conseil régional s'est rendu au lycée de Nation pour la remise des clés de 2 bâtiments de 6 classes d'un coût de 50 millions de francs CFA. Le village de Capé, à 70 km de Nation, a également bénéficié de la remise d'un nouveau bâtiment de 3 classes avec un bureau du directeur d'école. Comment faire de l'intégration des peuples une réalité en Côte d'Ivoire? Le mouvement africain pour l'intégration se propose de répondre à la question et d'œuvrer à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Salima Toudia, Léon Pro. L'intégration des peuples, un tremplin pour la cohésion sociale et la paix, c'est le thème d'une conférence qui a réuni récemment
ivoiriens, burkinabés et sénégalais. Par cette initiative, l'organisation non gouvernementale Maïsi, Mouvement africain pour l'intégration en Côte d'Ivoire, entend créer un pont de sympathie et d'amitié entre les peuples africains. Nous savons qu'avec l'intégration, la paix est possible. En Côte d'Ivoire, on peut dire à presque tous les peuples et nous vivons en parfaite harmonie, même s'il y a eu quelques moments de difficulté. Mais aujourd'hui, nous retrouvons quand même le sourire parce que nous avons à nous entendre et nous sommes prêts pour vivre ensemble. Avec l'intégration des peuples, la paix est possible. Et nous voulons aller à la paix, puisque nous parlons d'un pays émergent, il faut qu'on ait à l'émergence en acceptant vraiment l'intégration des peuples. Selon le directeur du BIPIA, le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, l'intégration des peuples est un impératif qui va au-delà des frontières. L'intégration n'est pas un choix, l'intégration est un impératif catégorique. L'intégration est quelque chose qui s'impose à l'Afrique, qui s'impose au monde. L'intégration africaine, c'est la communalisation de nos potentialités en vue de réaliser un destin commun. Un destin commun de développement, d'émergence partagée. Pour le président de l'ONG Maïsi, les crises en Afrique sont en partie dues aux difficultés pour certains peuples à s'accepter mutuellement. Il entend donc œuvrer pour l'amélioration des rapports entre les peuples africains. L'île de Kabak, c'est en Guinée, est gravement menacée de submersion. Les fondations de la mosquée, l'école et certaines habitations sont même déjà touchées. Des images sur place. Inlassablement, les vagues s'abattent sur le rivage. Un véritable travail de sape. Les conséquences de la montée des eaux sur l'île de Kabak, au large de la Guinée, sont de plus en plus visibles et inquiètent les quelques 28 000 habitants. Konoumodia est le district le plus menacé. En première ligne, les fondations de la mosquée sont touchées. Le lieu de culte est désormais fermé. Nos maisons sont détruites ici, à Kabak, Konoumodia. Nos écoles, là où nos enfants étudient, sont détruites. Nos hôpitaux sont détruits. Nos maisons, là où nous travaillons, tout est détruit. Notre district est détruit. Les vieilles digues sont à l'abandon. L'eau s'insinue partout. Les habitations sont rongées par la mer, les champs aussi. Le grenier aride de la Guinée prend l'eau et les moyens de défense des populations sont dérisoires. Quelques pelletées de terre, des barrages de fortune. Les grandes vagues qui sont venues ont envahi tous nos champs. Notre riz est sous l'eau actuellement. Nous mettons ces barrières pour essayer de les protéger. Mais le riz est sous l'eau. Les prochaines récoltes sont une nouvelle fois compromises. Pour pallier le manque à gagner, les femmes se tournent vers la pêche au panier, une activité épuisante. Nos maris n'ont plus d'activité, alors maintenant, nous pratiquons la pêche. Nous attrapons de petits poissons que nous revendons chaque vendredi. Nous les échangeons aussi contre du riz pour nourrir nos familles. Même le récent pont reliant une partie de l'île au reste de la préfecture est menacé par les eaux de l'océan et rien n'est fait. Le projet de construire des digues est à l'abandon, faute de financement. Les populations se tournent vers le gouvernement pour demander de l'aide. En Irak, l'armée loyaliste, les miliciens chiites et les combattants kurdes, appuyés par des frappes américaines, sont parvenus à reprendre 2 villes à l'organisation de l'État islamique. Hier déjà, l'armée irakienne avait mis fin au siège d'Amerli, ville chiite du nord du pays. En Ukraine, rien n'a filtré de la réunion du groupe de contact organisée hier. C'était en présence de représentants ukrainiens et russes, mais aussi d'émissaires de l'OSCE. La rencontre n'a donc pas débouché sur le cessez-le-feu immédiat et sans condition demandée par Moscou avant cette réunion. Et le président russe Vladimir Poutine a évoqué dimanche pour la première fois l'idée d'un statut étatique pour les régions rebelles de l'Est de l'Ukraine. Et retour en Côte d'Ivoire pour parler culture. Clap Ivoire, le festival de cinéma pour les jeunes réalisateurs africains, démarre aujourd'hui même dans la capitale économique ivoirienne. Les participants venus des pays de la CEDEAO et d'autres pays du continent sont arrivés sur place. Le défi pour le commissariat général est de faire de cette 14e édition un succès. Serge Coléa.
Plus que quelques heures avant le démarrage officiel de Clap Ivoire 2014, la crème des jeunes réalisateurs de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se retrouve à Abidjan pour ce festival de courts-métrages dont les objectifs restent inchangés après 13 éditions. Fidèle donc à sa tradition, l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, entend promouvoir les métiers du cinéma et de l'audiovisuel et accompagner les valeurs naissantes du cinéma africain vers une professionnalisation du 7e art sur le continent. Nous déplorons malheureusement, compte tenu de la pandémie qui sévit en Afrique de l'Ouest, l'absence de quelques pays invités, notamment la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria qui ne seront pas avec nous. Mais tous les autres seront là. Cette année, nous allons réfléchir, entre directeurs de la cinématographie, à comment faire pour que le cinéma soit développé dans l'espace de la CEDEAO. Nous lorgnons un petit peu vers le FESPACO, c'est pourquoi cette année, nous avons le délégué général de FESPACO, Michel Ouedraogo, qui est notre invité spécial, avec lequel nous allons essayer de voir quelles sont les passerelles qu'on peut établir entre Clap d'Ivoire, qui est donc la pépinière du cinéma africain, et le FESPACO qui est la consécration des cinéastes africains. 11 fictions et documentaires sélectionnés dans l'espace UEMOA sont en compétition pour démontrer le savoir-faire et la vitalité de la pépinière du 7e art africain. Nous avons des films en compétition et notre objectif c'est de remporter les meilleurs prix du festival. Je prends part au festival Clap Ivoire dans le cadre du projet l'Afrique au féminin. Clap Ivoire est une véritable chance pour les réalisateurs africains. Clap Ivoire se tient du 2 au 6 septembre 2014 à Abidjan et à Grand-Bassam avec à la clé de nombreux prix pour les jeunes réalisateurs participants, notamment le Grand Prix Kodjo et Bouclé décerné aux meilleurs des jeunes réalisateurs en compétition. Rappelons pour finir ce communiqué du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité relatif à l'attaque du siège du FPI. Le quartier général du Front populaire ivoirien FPI 6 à Cocody, les deux plateaux 7e tranche, a été attaqué le 1er septembre 2014 aux environs de 13 heures. Du matériel a été saccagé et emporté et des personnes ont été blessées. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité condamne fermement ce acte. Il rappelle l'obligation pour tous les citoyens de respecter strictement les locaux, les biens et les activités des partis politiques, ainsi que l'intégrité physique des militants, de leurs animateurs et de leurs dirigeants. La consolidation de la démocratie ivoirienne à laquelle le gouvernement reste très attaché passe nécessairement par la consécration des libertés individuelles et des libertés politiques. Par conséquent, il met en garde contre l'usage de la violence contre les formations politiques. Une enquête sera ouverte par les services de sécurité qui mettront tout en œuvre pour que les acteurs de ces attaques soient recherchés et retrouvés afin qu'ils subissent toute la rigueur de la loi. Fait à Abidjan le 1er septembre 2014. Et c'est tout pour ce 13h. Retrouvez Ali Rasouba pour un nouveau journal à 20h sur RTI 1. Je vous souhaite un très bon après-midi.